En direct sur ce plateau, le témoignage de Pauline. Pauline, c'est une jeune femme qui est marquée par le décès de son bébé, Maël, qui a été tué par son propre compagnon. En fait, tout commence à Lens, dans les Hauts-de-France. Après quelques mois de relations à distance, Pauline, 21 ans, emménage avec Anthony, son compagnon. Et rapidement, la jeune femme attend un heureux événement. Anthony se montre d'ailleurs attentionné et très présent pour Pauline. Mais au bout du 7e mois, la grossesse de Pauline connaît des complications. La future maman est atteinte d'un grave syndrome qui oblige le personnel soignant à déclencher l'accouchement. Pauline devient alors la maman d'un petit garçon, Maël, né grand prématuré. Pauline et Maël restent un mois à l'hôpital et Anthony commence à se montrer distant. Il vient très peu rendre visite à sa famille et prétexte qu'il a beaucoup de travail. Mais ce comportement se poursuit malgré le retour de Pauline et Maël à la maison. Une nuit, le bébé de 2 mois pleure inlassablement. La jeune maman lui donne des biberons, tente de le changer, essaye de le calmer. En vain. Pauline décide alors d'appeler le SAMU et elle laisse Maël sous la surveillance de son père pour passer un coup de téléphone. Mais quelques instants plus tard, elle entend Anthony hurler. Et lorsqu'elle retourne dans la chambre, Maël est devenu tout blanc et ne respire plus. Nous sommes à Lens, dans les Hauts-de-France. C'est ici que vivent Pauline, 21 ans, et son compagnon Anthony, 25 ans. La jeune femme est animatrice pour enfants en service civique et Anthony, ouvrier dans une usine. Après quelques mois de relations à distance, la jeune femme tombe enceinte et décide de rejoindre son partenaire. Anthony se montre très attentionné et aux petits soins avec sa compagne qui attend leur enfant. Mais cette histoire d'amour idyllique tourne au cauchemar. Un jour de janvier, au 7e mois de grossesse, Pauline commence à avoir des complications. La jeune femme est atteinte d'un syndrome grave qui oblige le personnel soignant à déclencher l'accouchement. Pauline devient alors maman d'un petit Maël. L'enfant naît grand prématuré et reste pendant 1 mois à l'hôpital. Dès l'arrivée du petit Maël, Anthony commence à se montrer de plus en plus distant avec Pauline. L'ouvrier rend très peu visite à sa compagne et à son fils à l'hôpital. Il prétexte avoir beaucoup de travail. La jeune maman se sent alors délaissée. Mais après 1 mois, elle peut enfin regagner son domicile avec son bébé. Pauline espère enfin pouvoir démarrer sa nouvelle vie. Mais la situation s'aggrave. Une fois encore, Anthony s'occupe très peu de Maël. Et lorsqu'il tente de passer du temps avec lui, l'homme s'y prend mal. À l'heure du repas, il lui donne de plus grands biberons qu'il ne devrait. Le jeune homme commence même à se montrer violent envers son fils. Un jour, Pauline entend Anthony hurler sur le bébé pour qu'il se taise. Un comportement qui perturbe la jeune femme. Mais Pauline met ce comportement sur le compte de la fatigue et de son travail. Elle pense qu'il s'agit d'un acte isolé. Mais une nuit de mars, alors que Maël a seulement 2 mois, il se met à pleurer inlassablement. La jeune maman ne comprend pas ce qui se passe, car l'enfant est d'ordinaire calme et pleure très peu. Pauline décide donc d'appeler le SAMU. Elle quitte la chambre et laisse Maël dans les bras de son père. Quelques instants plus tard, elle entend Anthony hurler le prénom de son fils à plusieurs reprises. Alertée, la jeune femme retourne dans la chambre. Elle découvre l'horreur. Son bébé est devenu bleu et ne respire plus. Les secours arrivent rapidement sur place. À 2 reprises, ils réussissent à réanimer Maël. L'enfant est ensuite transféré à l'hôpital de Lille et passe de nombreux examens médicaux. Mais pris de convulsions, Maël est finalement plongé dans le coma. Pauline
est très inquiète. Elle est pourtant loin de se douter du calvaire qui l'attend. Car quelques jours plus tard, les deux parents sont convoqués au commissariat pour maltraitance. L'hôpital a en effet fait un signalement. Le personnel soignant pense que le petit Maël est victime du syndrome du bébé secoué. Pauline est sous le choc. Mais alors qu'Anthony est placé en garde à vue, il fait des révélations glaçantes. Le jeune homme avoue avoir bercé Maël un peu trop fort, dit-il. Il est immédiatement mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placé en détention provisoire. Pauline est dévastée. Et quelques jours plus tard, on lui apprend que son bébé est décédé. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Bonjour Maître Alice Duguay. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes l'avocate de Pauline. Il se trouve, Pauline, d'ailleurs, que Maël aurait eu 4 ans hier. Oui, c'est tout à fait ça. C'était son anniversaire hier. Vous y avez pensé? Bien sûr, comme tous les ans. Qu'est-ce que vous vous dites une journée comme celle d'hier? Alors au départ, c'était dur. Parce que c'est mon fils, forcément, donc c'est très compliqué. Mais depuis 2 ans, je me dis que c'est une belle fête, que c'est son anniversaire. Donc une naissance, ça se fête. Donc on a déposé des fleurs hier sur sa tombe, comme tous les ans. Puis voilà. Le plus dur, c'est sa date de décès. C'est ça. C'est le plus dur. Son anniversaire, ça va. Et pour sa date de décès? C'est très compliqué. Généralement, je pleure toute la journée. Anthony, vous l'avez rencontré grâce à des amis communs, des amis de la famille, c'est ça, des amis en commun. Au début, il n'y a pas de coup de foudre. Pas du tout. On peut dire les choses. C'est en parlant avec lui au fur et à mesure des discussions. C'est ça. Voilà, vous allez finir par craquer l'un pour l'autre. Tout à fait. Vous allez vous mettre ensemble assez vite d'ailleurs, et vous allez tomber enceinte assez vite. Assez vite aussi. Également. Et 3 mois après. C'était voulu. Pas aussi vite, ça c'est sûr, mais oui, c'était voulu. En fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'y étais déjà depuis un mois et demi, pardon. Comment ça se passe la vie au quotidien avec lui? C'est un homme violent? C'est un homme qui crie? Non, pas du tout. C'est un homme ordinaire en fait, qui prend soin de moi, qui prend soin de nous, parce que j'avais un chien à l'époque, donc je l'ai toujours d'ailleurs, mais aucun signe avant-coureur. Même sur le chien, pas de violence, non. Pas de rien? Pas au départ. Pas au départ, non. Pas au départ, c'est-à-dire qu'à un moment, il va y en avoir? J'ai des soupçons, oui. Au fur et à mesure de ma grossesse, oui, avant d'accoucher, j'ai des soupçons. Il me trouve des excuses, amoureuses, bien sûr, j'y crois. C'est quoi les soupçons? Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille? Des bleus, en fait, des hématomes. Sur le chien? Sur le chien, oui. Oui, tout à fait. Et il me trouve des excuses, du genre, elle est tombée dans les escaliers, elle s'est mordue. Bien sûr, j'y crois. Et à l'époque, vous y croyez? Oui, j'y crois dur comme fer, et en fait, pas du tout. Et avec vous, en revanche? Rien pas de violence, même au moment des disputes, il n'y avait aucun mot plus haut que l'autre, en fait. On était un couple lambda, en fait. Il n'y avait pas de signe avant-coureur du tout. Alors, il y a un seul acte qu'on pourrait qualifier de maltraitant, je crois, c'est une fois, il vous fait laver le sol à 4 pattes? C'est ça. Au début de ma grossesse. On venait de prendre l'appartement, en fait, là où on emménageait après. Et en fait, on n'avait rien pour laver le sol. Et là, par contre, je lui ai dit, tu vas me chercher un balai, parce que laver le sol par terre, je suis bien gentil, mais... Je suis enceinte, quoi. Certes, pas en sucre, mais enceinte. C'était quoi? Il y avait une forme d'humiliation, vous pensez? Ou pas? Sur le coup, non, je pense pas. Je pense qu'il s'en rendait même pas compte, en fait. Je pense que pour lui, c'était rien, mais... Alors, vous allez avancer dans votre grossesse, et son comportement va changer au fur et à mesure, ou pas? Pas pendant la grossesse. Ça a été au moment de l'accouchement, en fait. Vous allez accoucher très tôt, au bout de 7 mois. Oui, à 7 mois, oui. Parce que vous avez une maladie, et donc il va falloir déclencher l'accouchement. Et là, tout à coup, il va devenir beaucoup plus distant. Il y était déjà pendant mon hospitalisation, mais... Vous êtes resté 1 mois à l'hôpital? Oui, plus d'1 mois, mais c'était... en fait, il jouait sur son téléphone, il venait très peu à l'hôpital, il restait un quart d'heure, il repartait. Mais bon, je me disais, il travaille, donc je comprends, et en fait... et après, quand vous rentrez à la maison... En revanche, il a le même comportement. Il a le même comportement qu'à l'hôpital, c'est-à-dire qu'il s'en... Désolé du terme, mais il s'en fout complètement de Maël. En fait, Maël était inexistant. Déjà, rien qu'à l'hôpital, il faisait pas prendre bain à Maël. C'était
Les pots à pot, ils trouvaient une excuse. Ouais, mais je travaille, tu comprends. Ouais, c'est notre enfant, en fait. Donc, et d'ailleurs, l'hôpital l'a dit qu'il le voyait très peu. Et à la maison, quand vous rentrez, quand il s'occupe de lui, il fait n'importe quoi? Au départ, il s'en occupe pas, en fait. Vu qu'il travaille de nuit, c'était moi, clairement, qui s'occupait de Maël. Avec plaisir, d'ailleurs, mais au fur et à mesure du temps, je dormais très peu. Donc, lui s'était proposé quand il rentrait de nuit, de s'en occuper. Et en fait, j'aurais jamais dû faire ça. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que c'est là, en fait, où tout a basculé. C'est les biberons, le mot violent qu'il a dit. Trop de biberons. C'est ça. Voilà, il faisait attention à rien, quoi. À rien. Moi, je dormais, donc, où j'étais occupée à faire le ménage, ou peu importe, mais c'était toujours quand j'étais pas là, en fait. Et il y a une fois, quand même, où vous allez le surprendre en train de s'adresser... Oui, à Maël, oui. À Maël. Oui. Qu'est-ce qui se passe, ce jour-là? Ah bah là, je lui demande à qui il parle. Non, oui, mais il dit quoi? Ferme ta gueule. Mais très violent. À Maël? Oui, à Maël. Tu vas fermer ta gueule. Il y a quoi? Un mois? Même pas 2 mois. Même pas 2 mois. Il avait un mois. Il venait de rentrer à la maison, donc ouais, un mois, quelques jours, quoi. Vous lui demandez à qui il parle? À qui il parle, et puis il me répond à personne. Je lui dis non, mais c'est un bébé. Un bébé, ça pleure. Surtout que le mien était très calme, à part pour un biberon, pour changer la couche, Ça vous inquiète ou pas? Pas sur le coup, non. Pas sur le coup. À aucun moment, je me dis il va passer à l'acte. Pas du tout. Pas du tout. Vous vous dites c'est de l'énervement? Je me dis, il sortait peut-être de son sommeil et que ça l'a peut-être perturbé, je sais pas, mais non, à aucun moment je me dis, oula, casse-toi très vite. Non, pas du tout. Le soir du drame, alors il y a plusieurs événements, mais en gros Maël pleure beaucoup, etc. Il se remet à pleurer vers 2 h du matin. C'est ça. Anthony est là. Oui. Vous avez tout tenté pour essayer de calmer ses pleurs. Oui. Vous vous dites, bon voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, je vais appeler le SAMU. En fait, on a cette nuit-là, donc déjà la journée, Anthony avait eu un accident de voiture, donc plus de voiture. Quand il est rentré vers minuit, pareil, Maël dormait, mais à 2 h, ça a été une catastrophe. Il a bu son biberon quand même, malgré tout, en pleurant. Et on a décidé ensemble, tous les deux, d'appeler le SAMU, et en fait... donc à ce moment-là, comment ça se passe? Vous laissez Maël avec Anthony? Ouais, il me dit, écoute, je tiens Maël, toi appelle le SAMU. Puis c'est ce qui s'est passé, mot pour mot, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, donc vous allez dans les pièces à côté? Oui, parce que j'entendais pas, avec les pleurs de Maël, j'entendais pas ce que le médecin régulateur me disait. Le temps que je sorte de la chambre. Et là, qu'est-ce que vous entendez, vous, dans la chambre? J'entends à plusieurs reprises Anthony crier Maël. Quand je suis arrivée, vraiment en criant, c'était pas... Et quand je suis arrivée, Maël était sur le lit, allongé, blanc, bleu, poupée de chiffon, en fait. Il était déjà en arrêt cardio-respiratoire, en fait. Qu'est-ce qu'il vous dit? Sur le coup, je lui demande ce qui s'est passé. Il me dit je sais pas. Donc j'étais au téléphone avec le SAMU. Donc bien évidemment, moi j'ai hurlé, bien sûr, en voyant mon fils dans un tel état. Je me souviens encore d'ailleurs de l'appel du SAMU, mais du coup, lui s'est proposé de faire le massage cardiaque parce que le SAMU vous demande de faire le massage cardiaque. J'ai refusé. Vous n'êtes pas en état sous le choc et on peut comprendre. Pas du tout. Et au jour d'aujourd'hui, je le regrette pas du tout parce que j'aurais pas jamais réussi à le faire. C'était impossible pour moi. Et donc lui se propose? Oui, lui se propose. Donc je donne le téléphone à Anthony et le temps que... Donc apparemment il a fait le massage cardiaque, après j'étais pas là, donc j'ai attendu les pompiers en bas de chez moi, mais... Alors le SAMU arrive, ils arrivent assez vite. Oui. Ils vont réussir à réanimer 2 fois Maël? Oui, ils l'ont réanimé une première fois au bout de 20 minutes et ils l'ont réanimé une deuxième fois par la suite en fait. Ils vous disent qu'il faut l'amener d'urgence à l'hôpital? Pas tout de suite, en fait. Déjà la première fois il avait du lait dans les poumons. Donc il a fait une pneumopathie. Forcément, j'ai dit que c'était de ma faute. Il venait de vomir 1 heure avant, donc forcément, on s'inquiète en tant que maman. Et en fait, c'est parce qu'il avait mal vomi. En fait, il n'avait pas tout vomi. Et là, oui, ils m'ont dit, c'est soit l'hôpital Necker, soit l'hôpital de Lille. Donc je leur ai demandé pourquoi. Je leur ai dit, mais j'ai un hôpital au-dessus de chez moi. C'était l'hôpital de Lens à l'époque. C'était trop grave, en fait, c'est ça? Non, c'est juste que Lens, ils auraient pu le prendre, mais il n'y avait pas plus de place. Et si c'était pas Lille, c'était Necker. Forcément, je me demande ce qui se passe. Pour moi, c'était pas... Vous comprenez que c'est très grave? Pas sur le coup, non. Non, parce que j'ai préparé un sac allongé. Pas du tout. Je pense à une maladie, en fait, ou qu'il a effectivement mal avalé son biberon et que c'est passé au mauvais trou, clairement. Mais Maël va passer plusieurs examens médicaux. Il est transféré à Lille. Oui, il passe d'abord un scanner. Ouais. Et on vous dit quoi après le scanner? Rien du tout. On me dit... Donc déjà, j'ai mis très longtemps avant de voir mon fils. Il arrive à 3 h à peu près, un peu plus, même à l'hôpital, mais on ne l'a pas vu avant 7 h du matin.
On me dit pas tout de suite que c'est le syndrome du bébé secoué, pas du tout. On me dit juste, on me dit rien en fait. On me dit juste que c'est pas clinique, que Maëlle a le cerveau dans un état pitoyable, que toutes les veines elles ont pété une par une. Donc on nous accuse de maltraitance à ce moment-là. Donc forcément, non, enfin, il n'y a aucune maltraitance possible. Et quand on vous dit que son cerveau est dans un état pitoyable, parce que c'est les mots, je crois, qui sont... J'ai pas relevé tout de suite. employés. C'est après, ma maman a demandé un rendez-vous avec le professeur de réanimation et c'est là où on nous a dit, là, il n'y a pas d'espoir. Pas du tout. Maëlle, il avait tout touché en fait. Il n'y avait pas du tout d'activité dans le cerveau. Enfin, c'était une catastrophe. Il était plein de sang en fait. Mais non, je garde toujours espoir en tant que maman. J'ai toujours espoir. Il va y avoir une radio également qui va révéler une fracture au bras gauche. Oui. Est-ce que vous étiez au courant? En fait, la fracture, non, mais Anthony m'avait dit que Maëlle était tombée du canapé. Enfin, il l'a échappé en fait en voulant le rattraper, mais non, je ne savais pas qu'il y avait une fracture de l'humérus gauche. Je l'ai su beaucoup plus tard. Vous allez être, après le scanner du cerveau, vous allez être convoqué au commissariat. Oui, enfin, en fait, quand c'est pas clinique, ils envoient un signalement au procureur de la République et c'est ce qui s'est passé. Anthony va être très vite placé en garde à vue. Oui, le soir même. Enfin, le lundi soir, quand on a été Mais vous, convoqué. qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, on est séparés. Donc, tous les deux, on est dans une salle d'audition séparée. Ils nous posent les mêmes questions, hein, approximativement, savoir comment notre couple était, qu'est-ce qui s'est passé avec Maëlle, forcément. Donc, ils vont nous faire aller fumer chacun de notre côté parce que on est des fumeurs. Et en fait, lui passe tout de suite aux aveux, moi pas. Il dit quoi? Il dit qu'il l'a bercé un peu trop fort, selon ses dires. Un peu comme un bateau pirate. Je suis pas au courant, moi, de suite. Hein. On me dit juste que lui est placé en garde à vue, que moi, je peux sortir. Je me suis juste dit, c'est la procédure, c'est comme ça. Il y a un des parents qui doit aller en garde à vue, c'est comme ça. Moi, c'est pas grave, j'ai repris de mon fils. À quel moment vous apprenez qu'il Le a... lendemain. Le lendemain? Le mardi, oui. Qu'est-ce que vous vous dites? Je leur dis, mais vous lui avez mis de la pression, c'est pas possible. Vous n'y croyez pas? Non, pas du tout. Pas du tout. À aucun moment, je me dis, il l'a secoué, non, mais n'importe quoi. Enfin. Et en fait, Maître Alice Duguay, finalement, j'ai presque envie de dire, heureusement qu'Anthony avoue très vite. Parce que c'est vrai que dans un cas comme ça, c'est les deux parents, en général, qui sont soupçonnés. Et là, le fait qu'Anthony avoue fait que, finalement, Pauline est épargnée. Oui, et puis ce sont des procédures qui sont quand même assez longues. Donc le fait qu'il avoue immédiatement et que les déclarations qu'il fait concordent avec des rapports médicaux qui rentrent rapidement après, qui sont demandés par le parquet et qui rentrent vite au dossier d'enquête, permet à Pauline d'éviter, entre guillemets, cette pression policière parce que c'est compliqué, mais parallèlement, c'est vrai qu'elle est en fait reconvoquée le lendemain matin pour que les OPJ, les officiers de police judiciaire, puissent lui indiquer les aveux de son conjoint. Et à ce moment-là, c'est vrai que pour elle, tout s'effondre parce qu'elle sait qu'elle est en train de perdre son fils, elle perd son conjoint. Et ça, voilà, c'est très compliqué à ce moment-là aussi. Anthony est placé en détention provisoire. Hein, oui, tout de suite. Très rapidement, tout de suite. Vous dites quoi, Pauline? Vous vous dites, il l'a fait exprès? C'est un accident? En fait, faut savoir que du coup, je me suis portée partie civile avant le décès de Maëlle. Du coup, j'avais le droit à recevoir tout ce qui était autopsie, enfin, tout le dossier, en fait. Et j'y croyais toujours pas. Hein. C'était marqué noir sur blanc. Ouais. Si, maintenant, si. Non, mais à ce moment-là, vous n'y croyez toujours pas. Parce qu'en fait, c'était pas marqué syndrome du bébé secoué, donc c'était juste marqué élément de accélération, décélération. Donc non, j'y croyais pas. Je me suis quand même portée, et j'ai pas porté plainte d'ailleurs, parce que voilà, je ne pensais pas que c'était lui, et jusqu'au jour où là, c'était vraiment marqué syndrome du bébé secoué. Là, je me suis dit, là, il n'y a aucun doute. Maître Florence Ros, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce syndrome du bébé secoué. Faut le dire aussi, enfin, secouer un bébé, c'est pas juste ça, quoi. Non. Parce que bercé, non, oui, voilà. C'est important de le dire parce que c'est un bébé qui est secoué très violemment. En fait, c'est pas juste un bébé qui est bercé un peu trop fort. On a été maladroit. C'est pas ça, le syndrome du bébé secoué. Non, c'est beaucoup plus violent que ça parce que, et d'ailleurs, Pauline nous le confirme, l'examen nous montre qu'il a une hémorragie en réalité dans le cerveau. Ah oui, il n'y a plus rien dans le cerveau. Donc on ne peut pas mettre un cerveau, même d'un petit enfant, même s'il est prématuré, même si sans doute il était fragile plus qu'un autre, il faut quand même y aller pour... Ça veut dire que le cerveau en fait a cogné la paroi du crâne à plusieurs reprises au point d'être quasiment détruit, quoi. Et
Oui, probablement. Mais enfin, c'est pas quand il dit bercer vigoureusement. Ouais, c'est pour ça que non, c'est pas ça du tout. C'est faut vraiment secouer, voilà. secouer. Et un peu comme un shaker. Et moi, ce que je me dis aussi, c'est que si votre fils pleurait toute la journée, on a évoqué l'épisode du canapé, il avait une fracture, vous en rendiez pas compte et c'est sûr que vous ne pouviez pas le savoir. Pas du tout. Et sans doute que s'il pleurait à ce point, c'est qu'il avait déjà été maltraité. Oui, en fait, d'après les expertises, la fracture date de 5 jours avant le secouement. En fait. Donc c'est des douleurs en fait qu'il avait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il pleurait. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler SAMU. Parce qu'en tant que maman, on le sait quand c'est pas des pleurs. En tout cas, après le décès de votre fils et les terribles aveux de votre compagnon, vous êtes dévasté, on l'imagine. Vous coupez immédiatement les ponts avec lui. Et heureusement, vous pouvez compter sur le soutien de votre famille jusqu'à votre procès, jusqu'au procès d'Anthony. Un moment très difficile pour vous, car vous remarquez que votre ancien compagnon est très détaché et ne semble rien ressentir face à la mort de votre bébé. Après le décès de Maëlle, Pauline est dévastée. La jeune femme décide de se séparer d'Anthony. Malgré tout, le jeune homme s'accroche. Il lui envoie des lettres dans lesquelles il lui demande de l'attendre. Mais elle ne souhaite plus jamais le revoir. D'autant plus que Pauline a beaucoup de mal à se remettre de ce drame. Alors que la procédure judiciaire dure plusieurs années, elle peut néanmoins compter sur le soutien infaillible de sa famille et de ses proches. L'enquête, de son côté, confirme que Maëlle est bien mort du syndrome du bébé secoué. Mais elle révèle également que l'enfant présentait une fracture au bras gauche, certainement causée par une chute du canapé survenue sous la surveillance d'Anthony. En novembre 2021, un peu plus de 3 ans après le décès de Maëlle, le procès d'Anthony s'ouvre devant la cour d'assises du Pas-de-Calais. Alors que des photos de l'enfant sont diffusées, il se montre très détaché et ne regarde même pas les images de son fils. Et c'est le coup de grâce lorsque l'enregistrement de l'appel au SAMU est diffusé pendant l'audience. Anthony n'a aucune réaction. Pauline, elle, est sous le choc. À l'issue des débats, Anthony est condamné à 6 ans de réclusion criminelle et 4 ans de suivi socio-judiciaire pour avoir secoué son fils. Pauline est soulagée que son fils Maëlle soit reconnu comme victime. Cette condamnation lui permet aussi de mettre un point final à l'histoire qu'elle partageait avec Anthony. Aujourd'hui, la jeune femme a de nouveaux projets. Pauline est devenue aide-soignante. Elle souhaite également se donner une seconde chance pour devenir mère. Elle effectue des démarches nécessaires pour procéder à une procréation médicalement assistée. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Pauline et maître Alice Duguet, qui est l'avocate de Pauline. Je suis assez surpris finalement par le comportement d'Anthony lors du procès, parce que l'homme que vous nous décrivez avant tout ça est un homme, alors je mets des guillemets parce que ça veut rien dire, mais normal. Voilà. Tout à fait. Enfin, en tout cas, qui a un comportement qui paraît logique. Et on aurait pu se dire que pendant le procès, il allait se dire, mais qu'est-ce qui m'a pris ? J'ai tué mon fils. Et en tout cas, la façon dont c'est décrit, et Maître, vous nous le direz tout à l'heure, ce qui s'est passé au procès, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. C'est complètement... C'est tout à fait ça, en fait. Déjà, je le reconnais pas. C'est comme s'il essayait de manipuler, en fait, toute l'audience. Ça n'a pas marché, bien évidemment, mais ouais, il est complètement détaché. D'ailleurs, quand j'ai entendu l'appel du SAMU, je me suis dit, mais mon Dieu, quoi. Enfin, on avait l'impression qu'il parlait comme je vous parle, en fait, là, actuellement. C'était pas de panique, rien. Forcément, on m'entend, je hurle, je pleure, enfin, comme une maman, en fait, qui est en train de perdre son fils, et lui, non, pas du tout, ils s'en foutaient royalement, quoi. Maître... Pas un regard, pas un pleur, rien. Maître, comment vous décririez-vous son comportement pendant le procès ? Écoutez, c'est vrai que c'était très particulier. Alors, évidemment, les assises, c'est toujours particulier, hein. On est là pour juger des crimes, évidemment, les plus graves. Dans ce cadre-là, on parle quand même du décès d'un nourrisson, 1 mois et 3 semaines, donc c'est quand même particulièrement lourd comme affaire. De manière générale, durant les débats, c'est vrai qu'il était effacé.
On en avait parlé, moi je l'avais même plaidé. On avait l'impression que les faits lui passaient au-dessus. Finalement, ça lui glissait dessus. C'était pas son procès, il n'était pas vraiment présent. Et je crois qu'effectivement, le moment de la diffusion de l'appel au SAMU, il a été très révélateur et ça a été terrible parce que, donc, évidemment, j'avais prévenu la famille de Pauline à l'avance en leur conseillant de sortir de la salle parce que l'appel, il est vraiment particulièrement lourd et on entend Pauline en fait hurler quand elle comprend que son enfant est en arrêt cardio-respiratoire. Donc on entend vraiment le cri de détresse d'une maman. Et voilà, ça fait. Même moi qui ai quand même l'habitude, vraiment c'était extrêmement touchant. Et ça venait complètement contraster avec le comportement de monsieur, qui donc lui est au téléphone avec les secours, parce que Pauline est incapable de gérer la situation, de parler de manière intelligible avec les secours. Il reprend l'appel, et effectivement, il y a. C'est même pas le mot détachement que j'utiliserais, il y a une froideur, il y a une espèce de dissociation, enfin je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ce monsieur, mais on a l'impression qu'il est en train de passer une commande, voilà, il n'y a rien, il n'y a rien. Et donc il explique au SAMU, oui, je crois que mon enfant ne respire pas, il est un peu bizarre, ce serait peut-être bien que vous veniez, voilà, c'est cet échange-là qu'il a, alors qu'on entend Pauline hurler derrière pendant 2 minutes 30. C'est vraiment très particulier, effectivement. Pauline, je crois qu'il vous a écrit, en fait, à Oui. plusieurs reprises. J'ai reçu 2 lettres le même jour, le jour du décès de Maël. Et qu'est-ce qu'il vous dit dans ces lettres? Qu'il m'aime, qu'il faut que je l'attende, que c'est un meurtrier. Que c'est un meurtrier. Il violons. reconnaît que c'est un meurtrier, quand même. Oui, parce que pour lui, il le dit d'ailleurs dans ses lettres, qu'il ne savait pas que le cerveau d'un bébé était fragile. Je ne vais pas lancer le sujet là, mais on n'y croit pas. D'ailleurs, il l'a dit au moment du procès que si, il savait finalement. Donc, mais oui, il me demande de l'attendre. Il me donne son numéro d'écrou d'ailleurs. Il me demande mon numéro de téléphone et je lui réponds que non, c'est terminé en fait. Il m'a perdu et non. Et je ne reviendrai pas et je ne l'attendrai pas, encore moins les bras ouverts. Enfin, c'est juste inconcevable. Il a tué mon fils. Donc non, du moment où on a touché à mon fils, c'est terminé. Vous avez hésité à un moment? Vous vous êtes dit, est-ce que je peux lui pardonner? Non, jamais je me suis posé la question. Si, au moment du procès, je me suis dit, je vais le revoir, est-ce que mes sentiments vont revenir? Ou au contraire, est-ce que je vais le détester? Est-ce que je vais être en colère? Et en fait, quand j'ai vu cette personne, j'ai juste eu du dégoût, en fait. Mais vraiment, je me suis dit, mais... Et d'ailleurs, tout le long du procès, ça s'est prouvé, hein, quand on a vu sa tête. Maître, comment il a réagi au verdict? Pas d'émotion. Rien. Moi, j'ai rarement vu une froideur pareille, c'est-à-dire même pendant les plaidoiries, pendant le réquisitoire, hein. Rien du tout. Donc il est resté statique, il a attendu qu'on lui passe les menottes et qu'on l'emmène en maison d'arrêt. Inès Gauthier, psychologue, alors j'ai presque le sentiment, au fond, en vous écoutant, hein, donc de façon extérieure et sans avoir vu le dossier, mais j'ai presque le sentiment qu'il ne considérait pas cet enfant comme son fils. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aucun attachement dans tout ce que vous décrivez, y compris le jour où ce bébé meurt. Voilà, enfin, c'est presque, alors, encore une fois des guillemets, mais c'est presque une chose. Au fond, c'est d'ailleurs dans le procès, voilà, c'est comme ça, je savais pas, voilà. Il n'y a pas d'appropriation au fond, c'est-à-dire l'instinct paternel, il semble qu'il n'ait jamais eu. On dirait qu'on est face à un homme qui effectivement n'a jamais pu investir psychiquement, émotionnellement le fait de devenir père et d'avoir un enfant. Je ne sais pas quelles sont les causes, mais malheureusement, j'ai envie de dire vraiment malheureusement, on ne se prépare pas à être parent, on ne passe pas d'examen pour savoir si on est apte psychologiquement, et le nombre de personnes qui deviennent parents en ayant des problématiques non réglées eux-mêmes, peut-être avec leurs propres parents, qui ne se réveillent, qui n'émergent que au moment où ils ont un enfant, sauf à part s'ils adoptent. En fait, on ne fait pas de contrôle de ça, donc n'importe qui peut devenir parent, et malheureusement, tous les bagages derrière, psychologiques ou familiaux de la personne, viennent avec lui ou elle. Il peut devenir parent ou ne pas le devenir, parce que là, voilà. Là j'ai le sentiment qu'il n'est pas devenu. Il n'a jamais su être parent. Il n'a jamais su. Est-ce qu'il serait capable avec un autre moment de sa vie, dans d'autres circonstances? J'en sais rien, mais en tout cas, là, clairement, il n'a jamais investi cet enfant. Depuis le début, on le voit bien, vous le dites très bien, c'est-à-dire, il n'a jamais considéré cet enfant, et j'ai l'impression que pour le côté switch un petit peu que vous décrivez, c'était une autre personne, etc., il y a un clivage chez lui qui s'est produit, vous le dites aussi, Maître, très bien, c'est-à-dire une forme de dissociation, comme si c'était pas la même personne, parce qu'il est investi dans votre couple. On voit bien d'ailleurs quand il vous réécrit derrière. Donc la relation à 2, ça, il peut l'investir, mais par contre, à 3, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, il y en a qui sont gênés par l'arrivée d'un nouveau-né, ils se sentent exclus, abandonnés, évincés,
Et c'est comme si à 3 c'était pas possible, mais à 2 c'était toujours possible. Et dès que, effectivement, c'est un mécanisme de défense, dès qu'il est pris dans cette triade impossible pour lui à gérer, il se détache totalement. Et cette froideur, le fait de ne rien ressentir, c'est une manière de nier l'enfant, de nier la gravité de ce qui s'est passé, de nier aussi quelque part sa propre responsabilité, même s'il finit par reconnaître. Mais c'est comme si, pour pas s'effondrer, il restait dans une sorte de déni, de détachement extrême pour pouvoir supporter ce qui se passe en fait. Et je sais pas si l'autre personne, entre guillemets, en lui est accessible. Je pense que oui, quand il cherche à vous reconquérir et qu'il réalise pas du tout quelque part la gravité de ce qu'il produit. C'est comme si effectivement en lui, il y avait eu ce clivage qui fait que les deux parties sont complètement détachées, ne communiquent pas entre elles. Maître Alice Duguay, puisqu'il y a des analyses psy qui sont faites dans les procès, est-ce qu'il y a une explication sur son enfance, sur son passé qui pourrait justifier, pas justifier, pardon, expliquer? Il y a eu des explications, mais il y a un élément important également, c'est qu'au décours de la procédure, alors au début, monsieur reconnaît les faits sans vraiment les reconnaître. C'est-à-dire, il dit effectivement, j'ai secoué, mais sans trop secouer, j'ai bercé un petit peu fort, j'ai pas voulu faire de mal. Il reste sur ce leitmotiv de ne jamais avoir voulu faire de mal à son fils. Mais petit à petit, au fil finalement des interrogatoires devant le juge d'instruction, il commence quand même à instiller le doute sur Pauline. Parce qu'il se met à indiquer que Pauline aurait pu secouer Maël juste avant lui, qu'elle aurait pu lui faire du mal, que quand même elle était une mère plus ou moins investie. Voilà, il commence à semer des petites graines de doute. Bon, ça ne prend pas du tout, hein, évidemment. Mais donc il y a aussi ce côté-là un petit peu manipulateur qui vient effectivement gêner Pauline pendant la procédure d'instruction, puisqu'elle est réentendue par le juge. Et sur son passé à lui, son passé à lui, alors effectivement, il y a un certain nombre de témoins qui ont été cités par la défense, notamment sa maman, qui se sont présentés à la barre. Et il s'avère que ce monsieur, il avait une relation qui a été qualifiée de mortifère par la cour d'assises. Dans l'arrêt, avec sa mère. De mortifère avec sa mère, qui lui aurait en plus menti sur le contexte familial dans lequel il a grandi, lui indiquant que son père aurait été un meurtrier de sa compagne suivante, qu'il aurait, je cite, décapité les enfants qu'il aurait eu de cette union, qu'il serait en prison pour un triple homicide, etc. Il y avait des recherches qui ont été faites durant la procédure d'instruction, qui ont été refaites par l'avocat général durant l'audience. On n'a jamais retrouvé une information, cette information réellement. Et l'enquête de personnalité qui a été faite au dossier, pareillement, ne démontre pas du tout de tels faits. Donc effectivement, ce monsieur, il s'est construit, il a grandi en vase clos avec cette mère qui était très possessive, qui d'ailleurs à la barre a été très difficile avec Pauline et qui a eu des propos très durs parce qu'elle venait bec et ongle défendre son fils accusé d'un crime et qui a essayé de tout remettre sur Pauline alors qu'on savait tous précisément pourquoi on était là. Donc je pense que ce vase clos a en plus rendu compliqué pour leur relation à tous les deux, finalement, l'arrivée de Pauline au sein du couple mère-fils qui était extrêmement soudé, et l'arrivée de Maël est venue complètement perturber ce monsieur qui avait déjà quelques problématiques. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'on découvre là avec son passé. Juste un mot, maître Florence Roux, je suis toujours surpris d'avoir des gens qui, dans des procès où ils sont accusés, quand même, mettent autant de distance, au fond, et n'essaient même pas alors j'allais dire de faire semblant, mais de donner le change. Non, mais ça peut se comprendre aussi parce que c'est un système de défense, hein, Inès l'a dit, c'est ou l'effondrement, et là l'effondrement c'est terrible pour lui, ou il reste à distance, il ne reconnaît rien, il ne prend pas plus part à sa responsabilité qu'il n'a pris part à la vie même courte de ce petit enfant, et donc du coup ça le préserve, c'est ça, ou il se protège en faisant ça, où il meurt à l'intérieur, quoi. Donc il se protège, bien sûr. Pauline, votre souhait maintenant, c'est d'avoir un enfant? Oui, un deuxième. Un deuxième enfant? Tout à fait. Bah, écoutez, on vous le souhaite. Je l'espère. On vous souhaite du bonheur parce que je crois qu'après ces épreuves, vous en avez bien besoin. Oui, je suis en plein dossier d'ailleurs pour la PMA, donc bon courage. On croise les doigts. Bon courage à vous. Merci Pauline, merci maître Alice Duguay, merci d'avoir été avec nous. Dans Crime et Faits divers, la quotidienne, dans un instant, une